Parler de sociologie de l'agriculture, c'est mettre au cœur de l'analyse, du questionnement, des interrogations sociologiques, le monde agricole dans son ensemble, donc au cœur de l'objet. Pour cela, je voudrais faire une série de remarques, aborder un certain nombre de points qui permettront justement d'aboutir à un certain nombre non pas de préconisations, mais en tout cas de suggestions à la fois analytiques au service de la compréhension, mais aussi de suggestions pour le terrain, pour les travailleurs sociaux, pour les acteurs sociaux, pour les politiques, pour les syndicalistes, etc., pour toutes celles et ceux qui s'intéressent précisément à la place de l'agriculture dans la société. 4 points, 4 remarques. Première remarque, les politiques agricoles sont remises en question dans tous les pays industrialisés, aux USA, le Japon, l'Union européenne, etc. Mais quelle représentation? Pour les agriculteurs, la crise est dans toutes les têtes. Il y a 30 ans, 40 ans, on les accusait de ne pas produire assez, d'être en retard. Ils sont modernisés, ils se sont modernisés, et on les accuse de produire trop. Ils ne savent pas ce que l'on attend d'eux. Pour le français moyen, entre guillemets moyen, l'affaire est confuse. La plupart des Français comprennent ils comprennent les problèmes des agriculteurs, mais ils pensent que la politique agricole commune, et l'agriculture en général, coûte trop cher à la nation. D'autant, comme on me le dit très souvent sur le terrain, qu'on ne sait pas toujours clairement où va l'argent. Pour les économistes, pour les journalistes, l'agriculture est le lieu d'un scandaleux gaspillage d'argent au cœur d'une technobureaucratie, et le syndicalisme est, pour reprendre le mot de François de Closet, uniquement un groupe de pression, un lobby. Deuxième remarque, les agriculteurs sont en concurrence entre eux. Ils sont en concurrence sur les marchés et pour la terre, pour l'eau aussi. L'agriculture, à l'évidence, est insérée dans de puissantes firmes en amont et en aval. Mais l'entreprise agricole n'est pas une entreprise de type industriel. Les aides de l'État et de la PAC viennent compléter un trop faible revenu, un trop faible profit pour permettre une véritable croissance des exploitations. Troisième remarque, il semblerait que l'on assiste à une politisation de la politique agricole, même si les organisations professionnelles agricoles affirment se tenir à l'écart des querelles partisanes. Au niveau des votes, il semblerait qu'ils s'inscrivent dans la tradition historique locale. Alsace et Ouest, la démocratie chrétienne. Dans le Languedoc, plutôt socialiste. Limousin, plutôt proche du MODEF, communiste, etc. En tout cas, il semblerait que les traditions historiques locales soient aussi importantes, mais beaucoup moins que véritablement les programmes agricoles des partis politiques au niveau national. Quatrième point, l'agriculture n'est pas un État. L'agriculture est devenue un métier. D'où le terme de professionnalisation, identité professionnelle. Ce qui est important en agriculture, c'est la qualification professionnelle et les identités agraires comme concept nous permettent d'aborder, par exemple, le concept d'entreprise, le concept de chef d'entreprise. Je vous rappelle que le risque, c'est la première dimension du concept d'entreprise et du concept d'entrepreneur. À ce sujet, attention à l'extrême diversité du langage. Il faut distinguer les termes. Et dans l'usage des notions, l'usage des concepts, il faut être extrêmement vigilant là encore. Le paysan, l'exploitant, l'agriculteur, le cultivateur,
travailleurs de la terre, entrepreneurs, laboureurs, producteurs, éleveurs, etc. Tout cela renvoie à une extrême diversité, à une extrême disparité aussi entre les gros, les moyens, les petits, les pluriactifs. On parle aussi de néo-ruraux. Tout ceci contribue à ébranler un discours consensuel, un discours unanimiste, un discours qui fracture le corps. Dans notre société, il s'agit d'une société traversée par la compétition interindividuelle, compétition interrégionale, compétition internationale, compétition interfilière. La région Bretagne, la région bretonne, la Bretagne donc, est ainsi considérée comme une petite Hollande au sein de l'Union européenne. J'en arrive aux éléments d'un bilan sur l'évolution, en même temps, de l'agriculture. D'abord, diminution du nombre d'agriculteurs, de 10 millions à moins de 6 millions, entre 1974 et 1984, donc 10 ans après, juste avant la loi sur le contingentement laitier. L'accroissement considérable de la taille des exploitations, la mécanisation très poussée, avec une modernisation technique, modernisation du matériel agricole. L'accroissement de l'usage des engrais, ce qu'on appelle les inputs, c'est-à-dire en fait des apports extérieurs. L'accroissement des rendements par animal et par hectare, qui est d'ailleurs supérieur parfois à l'industrie. Ajoutons l'intégration plus poussée à l'ensemble agroalimentaire, de la production à la consommation. L'apparition donc d'un complexe agroalimentaire. Habitudes alimentaires, parmi les nouveautés, à la fois l'homogénéisation des pratiques et l'hyperdiversification. En même temps, l'intérêt pour la qualité, le terroir, l'écologie, l'agrobiologie, etc. À plusieurs reprises, comme le soulignait d'ailleurs Bertrand Hervieux, dans un article, eh bien, qui date déjà de 1996, mais qui est toujours d'actualité, me semble-t-il, l'agriculture européenne a fait l'objet de décisions lourdes destinées à freiner le développement de ces volumes de production. En 1984, ce fut l'instauration des quotas laitiers. En 1988, furent prises les premières mesures concernant le gel des terres. 1992 fut l'année de la réforme de la PAC. En France, les dispositifs ont essayé de raviver la flamme, car le monde agricole a semblé tétanisé par toutes ces mesures. Ainsi, le Parlement avait-il adopté en 1988 la loi d'adaptation agricole. En 1995, le ministre Jean Puech a présenté une loi de modernisation agricole, etc. Mais rien n'y fait, comme si ce secteur était encombré de son succès. La France est devenue le deuxième exportateur mondial des produits agricoles transformés. Elle est passée de l'ère agricole à l'ère agro-industrielle. Mais cette réussite ne saurait masquer d'autres évolutions particulièrement significatives. Premièrement, le tarissement de l'installation. La première de ces mutations est la diminution spectaculaire de la population active agricole, au-dessous du seuil de 5% de la population active, 3 fois moins que le nombre total de chômeurs. Et même aujourd'hui, 4 fois moins que le nombre total de chômeurs, étant donné à la fois la diminution du nombre d'agriculteurs et l'augmentation du nombre de chômeurs. Les 2,3 millions exploitations recensées en 1955 sont 4 fois moins nombreuses 40 ans plus tard, avec beaucoup moins de 400 000, voire moins de 300 000 exploitations aujourd'hui. 3 remarques. Pour assurer une installation, pour un départ, il faudrait que ce flux double. L'installation est de plus en plus une installation solitaire. C'est aujourd'hui l'autonomie des individus qui s'impose, à la différence de la loi 1962 qui envisageait une installation de couple. L'exploitation restait familiale. 50% des épouses de moins de 35 ans ont une vie professionnelle en dehors de l'exploitation. Beaucoup d'installations se font sans aide, hors normes. Pourquoi les OPA et les pouvoirs publics n'inventent-ils pas un dispositif d'accompagnement
prenant acte du décalage entre le droit et les actes. De la terre patrimoine à la terre capitale. L'exploitation n'a jamais certes été solidaire, mais elle n'avait jamais été sociétaire. Actuellement, on assiste à l'exploitation des GAEC, des sociétés de fait, sociétés civiles d'exploitation agricole, SCEA, EARL, SARL, etc., groupements fonciers agricoles. Ces formes sociétaires restent encore trop minoritaires, mais leur nombre augmente de plus de 5% par an. On peut penser qu'il s'agit du signe de la fin du modèle de l'exploitation familiale hérité de la ferme paysanne. Cela implique de repenser le statut juridique de l'agriculteur et les modes d'entrée en agriculture. Le capital devient de plus en plus abstrait et il est encore d'origine familiale, mais il tend à se diversifier et à se complexifier avec l'apparition de holdings. Quant au chef d'exploitation, il peut vivre en ville ou ailleurs que sur son exploitation. L'unité de temps et de lieu du travail agricole est désormais rompue, mais le plus fondamental, c'est que le développement sociétaire a transformé le statut de la terre. Jusqu'en 1945, la terre était un patrimoine. Aujourd'hui, plus tard, elle sera un outil de travail, jusqu'en 1984. Et aujourd'hui, la terre est un capital immobilisé. Il s'agit d'un objet de spéculation. La logique financière tend donc à s'imposer et exige du capital rentable. Troisième et dernier élément pour conclure cette partie intitulée Sociologie de l'agriculture, c'est la mobilisation de fonds publics. On parle de gestion de population, gestion des espaces, mais aussi de fonds publics. L'essor de l'agriculture s'est réalisé grâce à un puissant effort de la collectivité. Grossièrement, ça se traduit ainsi, le budget agricole représente la moitié du budget de l'Union européenne. Les fonds publics entrent pour 50% environ dans la constitution du revenu des agriculteurs français. Le fait n'est pas nouveau, et depuis 1992, c'est seulement plus transparent. Les aides compensatrices remplacent le soutien public des prix. Nous en arrivons aux nouvelles pratiques alimentaires. Donc le chapitre s'intitule « Les nouvelles pratiques alimentaires » et en sous-titre « Un fait social total ».